Un dimanche en politique un petit peu particulier cette semaine, puisqu'on a voulu faire un pas de côté et s'intéresser surtout à ce qu'il s'est passé sur la scène internationale, car il y a beaucoup à dire et à décrypter. Nos invités du soir, Eva Morletto, bonsoir, vous êtes correspondante de Grazia Italie en France, merci d'être avec nous. Et puis on a en direct également Richard Verly, correspondant pour le média Suisse Blick. Richard Verly, vous n'êtes pas en plateau avec nous, puisque vous êtes actuellement en Ukraine, dans le Donbass, entre Donetsk et Zaporizhzhia, et puis vous aurez beaucoup de choses à nous dire sur ce qui se passe actuellement en Ukraine. À tout de suite, Richard. Je vais commencer avec vous, Eva Morletto, puisque je voulais qu'on vienne ensemble sur l'un des grands événements de cette semaine, des grands faits d'actualité de cette semaine, c'est la disparition de Silvio Berlusconi, ancien Premier ministre italien. Silvio Berlusconi qui a eu droit à des funérailles d'État. Qu'il soit admiré ou détesté en Italie, en tout cas, Berlusconi, il ne laissait personne indifférent. Tout à fait. C'était un personnage très clivant. Aujourd'hui, l'Italie est partagée en deux, entre ceux qui le pleurent et ceux qui, par contre, sont presque soulagés du fait qu'il n'y a plus ce poids de cette figure politique très importante et très marquante. Bien évidemment, on se rappelle de tous ces frasques, des liens avec la mafia, on va dire, certains moments où elle a ridiculisé l'Italie à l'étranger aussi avec ses blagues sur la scène internationale. On se rappelle aussi d'un bilan politique finalement mitigé, parce que la grande raison pour laquelle il est rappelé les bons côtés, c'est surtout sur le côté entrepreneurial qui est souligné ces dernières heures, en fait. Et Berlusconi, il a su interpréter, et c'est pour cela que tout le monde me demande régulièrement pourquoi il était aimé en Italie. En fait, il a su un peu interpréter ce qui étaient les faiblesses des Italiens. Il a su les incarner et les dédouaner. Et c'est pour cette raison-là qu'il est resté un peu dans l'imaginaire collectif, comme, bien évidemment, il a fait ça d'une manière grandiose, et comme une sorte de modèle à suivre. Ça, c'est peut-être une clé de lecture qu'il faudrait prendre en considération. Maintenant, il s'agit de l'héritage qu'il va laisser. Aujourd'hui, son parti Forza Italia, qui va récupérer les électeurs en fait, de ce parti? Alors, aujourd'hui, c'est un parti en déclin. On peut calculer qu'il y a 10% de personnes qui votent pour Forza Italia. Il faut voir, déjà, d'ailleurs, il y a des frondes dans son parti qui sont en train de se mettre en place. Il y a la compagne, Marta Fascina, qui est en train de faire un groupe à elle-même. Il y a tout le côté lié aussi aux intérêts des Fininvest, des Mediaset qui jouent pour cela. Il faut voir de quel côté ils iront si ce parti se désintègre, de quel côté ils iront. Certainement vers le côté de Giorgia Meloni. Ouais, ça c'est toute la question. Giorgia Meloni, il va falloir qu'elle gère ça dans les mois à venir. Richard Verly, est-ce qu'il a révolutionné, on peut le dire, la communication politique, Silvio Berlusconi ? Oui, incontestablement, je l'ai écrit, il était l'un des pères des populismes européens. Il est celui qui, au fond, a le plus véritablement incarné ce mélange entre populisme télévisuel et populisme politique. Il a rendu la politique pas sérieuse, c'était d'ailleurs tout le problème. Et c'est parce qu'il a su transformer cette politique que tant d'Italiens, mais aussi tant d'Européens, quelque part, le trouvaient éminemment sympathique. Au fond, Silvio Berlusconi, c'est l'homme qui rendait tout possible, parce que tout était égal, il n'y avait plus de valeur, il n'y avait plus rien d'autre que le marketing politique. C'est à la fois terrible, mais c'est une vraie leçon, et ce sera, je crois, un héritage empoisonné, parce que ce populisme-là, ce populisme télévisuel, cette association entre politique et médias de masse, eh bien, il reste aujourd'hui, et ça reste le grand défi en Europe occidentale. Je voulais juste rajouter le fait qu'il a été une des premières politiques qui a réussi, dans un contexte de démocratie, d'imposer un culte de la personnalité, ce qui est typique des dictatures. C'est vrai, c'était bien de le rappeler, Eva Morletto. Eva Morletto, je voulais vous interroger à présent sur l'un des autres faits de la semaine. C'est ce nouveau drame en Méditerranée, ce bateau de migrants qui a chaviré au large de la Grèce. On le rappelle, 78 morts selon un bilan encore très provisoire. Très peu de réactions politiques au niveau européen. Comment vous l'expliquez ? Alors, c'est parce que c'est un peu une défaite au niveau européen. Là, il y a encore Donc on se tait. On se tait, mais ça fait des années, je veux dire, qu'on revient toujours sur ces drames. C'est pas les premiers, c'est un des majeurs. Probablement, on devra plaindre sur 750 victimes, mais il y en a d'autres qui régulièrement, à Lampedusa, on a ces naufrages qui désormais devient une sorte de chose régulière, malheureusement. Et ce qu'il faut dire, c'est que les mesures qui sont prises en compte, par exemple,
exemple, on voit en Italie, là aujourd'hui, ces derniers jours, il y avait Marine Le Pen qui critiquait Giorgia Meloni sur le fait qu'elle avait annoncé un durcissement sur l'immigration clandestine, alors que maintenant, bien évidemment, il y a les enjeux européens, un plan de relance qui va favoriser l'Italie. Et donc, bien évidemment, on est plus souple sur cette question. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on voit que là, par exemple, les Européennes ont mis les procédures d'accueil, elles sont invariées, même s'ils ont fait un pacte pour renouveler, disons, toutes les règles de l'immigration. De l'immigration en Exactement. Europe, ouais. Mais finalement, ça sera toujours les pays qui sont en première ligne qui devront se faire charge des pratiques pour l'accueil. Et ça, pour l'Italie, c'est un grave problème parce que si les migrants ne restent pas sur le sol italien, ils vont ailleurs, ils sont anglophones, francophones, donc ils ne restent pas sur le sol italien. Mais le gros problème, c'est les procédures d'accueil. Donc le fait de les enregistrer et de pouvoir donc prendre compte et prendre soin de cette population. Et l'idée pour ceux qui n'ont pas, qui verront leur demande de statut de réfugié refusée, l'idée de les mettre dans des pays frontalières de transit considéré comme sûr, ce n'est pas une idée, c'est une idée extrêmement court-termiste, parce que finalement, ça créera à long terme des problématiques, que ce soit d'insécurité ce sera probablement des personnes qui seront prises dans des poches des criminalités locales. Richard Verly, en 30 secondes, effectivement, il y a ce mutisme des politiques européens par rapport à ce qui vient de se passer. Est-ce que ça vous a étonné par rapport... je viens de poser la question à Eva Morletto, mais vous, quel est votre regard, Richard Verly ? Écoutez, vous savez, je suis en ce moment en Ukraine depuis une semaine. C'est un pays qui a la guerre a amené à l'exil des millions de personnes. Donc vous imaginez que c'est un sujet très sensible aussi, même si ce n'est pas la même immigration. C'est l'immigration qui vient de l'Est de l'Europe et non pas celle de la Méditerranée. Moi, ce que je crois malheureusement, c'est que ce naufrage, il était attendu. Le mot est terrible, mais ce genre de catastrophe, à partir du moment où l'Union européenne a pour seule politique d'ériger des murs et d'empêcher les migrants d'accéder au territoire européen, eh bien voilà ce qui se passe. Il faut en fait avoir les deux, peut-être durcir les règles en matière d'immigration parce que c'est ce qu'aujourd'hui veulent tous les pays européens, mais sans véritable politique d'assistance en mer, on aura d'autres naufrages de ce type, on aura d'autres morts devant nos images, d'autres morts sur les plages européennes, c'est quasiment obligatoire. Richard Verly, vous le disiez, vous êtes actuellement en Ukraine. Il y a eu cette rencontre cette semaine entre cette délégation africaine et puis les présidents ukrainiens et russes. Ça a fait un flop, ces rencontres. Est-ce que c'est un scénario couru d'avance selon vous? Et est-ce qu'on en a parlé en Ukraine de cette rencontre? On en a parlé beaucoup. Vous savez que la délégation africaine est d'abord venue à Kiev, où quelque part le président ukrainien lui a opposé une fin de non-recevoir, mais pour une raison simple. Là aussi, c'était attendu. On est en pleine contre-offensive. C'est le début de cette contre-offensive ukrainienne. Il était donc logique que les autorités de Kiev disent non à un plan de paix dont par ailleurs on ne connaît pas vraiment les contours. C'est plutôt des propositions. Et lorsqu'ils sont allés ensuite à Saint-Pétersbourg, bien évidemment, ces dirigeants africains ont entendu Vladimir Poutine se féliciter de leur volonté de dialogue. Je crois que clairement la paix pour le moment n'est pas venu. Il est pour les Ukrainiens, la priorité c'est de regagner du terrain. C'est de regagner du terrain avant le sommet de l'OTAN qui aura lieu à la mi-juillet. Quant à Vladimir Poutine, on connaît son jeu. C'est d'essayer de solidariser les pays du Sud dans ce qui est quand même, rappelons-le, une annexion, une agression contre un pays européen. Eva Morletto, on a beaucoup suivi sur TV5 Monde effectivement cette rencontre entre la délégation africaine et les présidents russes et ukrainiens. Qui pourrait finalement les mettre d'accord? Est-ce qu'il y a une délégation qui pourrait mettre d'accord Russie et Ukraine? Alors, quelle délégation pourrait mettre d'accord Russie et Ukraine? Compliqué, parce qu'on a l'impression que tout le monde est fou. Tout le monde joue sa partition, en fait. Ben oui, et surtout, l'Europe est un partenaire, disons que maintenant, là, par exemple, il y a Macron qui essaye de jouer la carte de la pacification de l'Ukraine en cherchant des partenaires comme l'Arabie Saoudite, qui jusqu'à hier était quand même très, très proche des Russes, on a vu. Et c'est
c'est là, est-ce qu'il aura un impact? Quand on voit que toute, par exemple, je veux dire, la zone géographique du Golfe s'était donnée comme mot d'ordre un peu officieux, comme une certaine neutralité, à part le Qatar qui s'était mis rangé du côté de l'Occident. Aujourd'hui, ça serait bien de mettre ces parties du monde, de donner les bonnes raisons pour qu'elles puissent être aussi du côté voilà, d'une médiation possible. Et le rencontre avec Ben Salman, ça pourrait aussi avoir donné ce type de résultat. On va demander à Richard Verly ce qu'il en pense. Richard Verly, est-ce que vous sentez là, que les lignes semblent bouger toutefois, puisqu'on a notamment vu cette sortie du président sud-africain qui a invité à stopper la guerre. Président sud-africain qui a un soutien de Vladimir Poutine, donc ça bouge un petit peu quand même. Non, les pays africains poussent pour la paix, ils la réclament cette paix et il faut les comprendre, c'est logique de leur part, ils souffrent en ce moment de cette guerre qui bien évidemment indirectement pose des difficultés notamment pour leur approvisionnement en céréales et pour l'économie mondiale. Donc qu'ils viennent à Kiev, qu'ils viennent réclamer un accord et qu'ils viennent demander à Volodymyr Zelensky de commencer des négociations, ce n'est pas une surprise. En revanche, le moment géopolitique n'est pas du tout propice, encore une fois il y a une contre-offensive en cours. L'Ukraine pour le moment veut faire parler les armes, elle a reçu des équipements pour cela de la part de l'OTAN. La Russie entretient toujours bien évidemment l'ambiguïté dont je parlais tout à l'heure. Je crois que tant que le sommet de l'OTAN ne se sera pas réuni et tant que l'Ukraine ne réalisera pas si sa contre-offensive est victorieuse ou non, il n'y a malheureusement pas beaucoup à espérer sur le plan diplomatique. Richard Verly, vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti? Je rappelle que vous êtes entre Donetsk et Zaporizhzhia. Quelle est la situation sur le terrain que vous avez pu voir actuellement en Ukraine? Écoutez, il y a plusieurs choses qui sont frappantes. Je reviens, j'étais avec mon collègue Boris Mabillard du Point et nous étions il y a quelques dizaines de minutes dans un des derniers villages presque sur la ligne de front, un village qui n'a jamais été conquis par les Russes mais qui est véritablement aux abords des positions russes. La guerre à laquelle je fais référence en ce moment, c'est une guerre d'artillerie, il faut bien le comprendre. C'est essentiellement d'un côté les canons ukrainiens qui tirent sur les positions russes et les troupes ukrainiennes qui cherchent à avancer, notamment avec le soutien des blindés qu'ont fournis les pays de l'OTAN, et de l'autre, les Russes qui résistent. Je crois deux enseignements qui m'ont essentiellement été fournis ici par les personnes avec qui on a parlé. Premier enseignement, c'est que les résistances russes, la résistance de l'armée russe est beaucoup plus dure que ce qui était prévu, ou en tout cas ce qui était dit, parce qu'on ne connaît pas bien évidemment les renseignements qui étaient en possession de l'état-major ukrainien, donc une forte résistance russe, et deuxièmement une réelle détermination des Ukrainiens à avancer. Je peux vous dire que quand vous rencontrez des soldats, comme on l'a fait tout à l'heure, qui reviennent du front, on voit bien qu'ils sont épuisés, que ce sont des combats difficiles, et rappelons-le, il y a au milieu de tout ça des civils. Nous étions hier dans une localité où on a rencontré des paysans locaux qui ne réclamait qu'une seule chose, la paix, que les hostilités cessent. Il faut le redire sans cesse, parce qu'au milieu de ces combats, il y a des gens qui sont totalement innocents et qui ne comprennent pas pourquoi cette guerre entre frères, entre guillemets, continue maintenant depuis plus d'1 an et demi. Richard Verly, vraiment en 10 secondes, les soldats que vous avez rencontrés, ils vous ont dit quoi concrètement ? En quelques secondes. Ils nous ont dit deux choses. D'abord, l'âpreté des combats. Très franchement, ça se lit même sur leur visage. Vous voyez que les soldats ukrainiens qui reviennent du front sont extrêmement éprouvés. Et la deuxième chose qu'ils nous disent, c'est qu'ils croient à la victoire possible. Donc la détermination du côté ukrainien, telle qu'on l'entend encore une fois, elle paraît extrêmement forte. Bien évidemment, je ne suis pas du côté russe, je n'y suis pas allé, je ne sais pas comment réagissent les Russes. Ce qu'on entend beaucoup dire, c'est que les Russes qui sont faits prisonniers, pour l'essentiel, combattent pour de l'argent. Ce sont des mercenaires ou ce sont des soldats russes qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là, alors que les Ukrainiens, eux, ils ne cessent de nous le répéter, ils se battent pour leur terre, ils se battent pour leur territoire, et souvent d'ailleurs, la terre où ils sont nés, parce qu'on a rencontré des soldats qui viennent de ces communes, qui aujourd'hui sont sur la ligne de front, et je peux vous promettre qu'ils sont prêts à tenir jusqu'au bout. Eva Morletto, je voulais qu'on termine cette page avec une autre image qui a marqué cette semaine. C'est la rencontre entre Emmanuel Macron et le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Elle a fait beaucoup parler, beaucoup réagir, cette image.
Et pas toujours en bien. Hein. Mais tout à fait. Alors déjà, il y a tous les ONG pour les droits de l'homme qui ont peint Emmanuel Macron comme l'architecte de la nouvelle image de l'Arabie saoudite. Et c'est un peu vrai. Et d'un côté, on le comprend dans le sens qu'il y a pas mal d'intérêt aujourd'hui de la France en Arabie saoudite. Il y a ce plan d'envergure de l'Arabie saoudite qui voit un peu ses ressources de pétrole être moins importantes qu'autrefois et donc a la tendance à diversifier ses activités. Il y a ce plan que Saudi Vision 2030. Et qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit aussi la participation de différentes sociétés françaises comme Accor, notamment dans l'hôtellerie, dans l'immobilier, etc. Et donc des grands intérêts aussi pour la France. Donc on a intérêt à garder cette image haute, malgré cela. Et puis il y a aussi ce rôle que j'évoquais tout à l'heure, des possibles partenaires, parce qu'aujourd'hui il y a Moscou qui donne du pétrole à des prix, du brut à des prix un peu plus bas. Et ça a généré un peu d'énervement de la part des pays arabes, et notamment de l'Arabie saoudite, et a un peu crispé ces rapports qui, par contre, étaient plutôt positifs jusqu'à il n'y a pas longtemps. Merci beaucoup Eva Morletto et merci à vous Richard Verly depuis l'Ukraine. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce grand angle politique et d'un genre un petit peu particulier. Merci à tous les deux.